Ça fait combien de temps que tu parles? Depuis quel âge? 17 ans. Ah ouais, ok. J'ai appris très tard. Ah ouais. Et comment t'as appris? En fait, tu veux vraiment savoir comment j'ai... Alors, j'étais avec mes cousines à Kinshasa et elles se moquaient énormément de moi. Elles me faisaient chanter du n'importe quoi, des bêtises, des trucs vulgaires et tout. Et puis, je les chantais tout haut. Et à chaque fois, je me faisais vanner. Le chauffeur, on avait le chauffeur qui disait « Merde, yimba makambo ». Je comprenais pas. Parce que je comprenais pas ce qu'elle disait, en fait. Ça veut dire quoi? Et quand j'ai demandé 1 ou 2 fois et qu'on m'a dit ce que ça voulait dire et je me suis rendu compte de mon ridicule, je me suis dit non, c'est mort, il faut que j'apprenne en fait. Et je me suis fait violence, on se moquait de moi, on me disait oh lingala basango et tout ça, machin et tout, mais je leur ai dit niet, moquez-vous seulement. Maintenant je tape ça, les lingala bien comme ça. Tu dis? Ça t'a pris combien de temps pour parler? Pourquoi? Peut-être... en fait, mon oreille était habituée parce qu'à la maison, les mamans parlaient Swahili et Lingala. Et donc, j'écoutais, j'entendais très bien le Lingala. Je savais aussi dire certaines choses, mais je pratiquais pas. T'osais pas, en fait J'osais pas parce qu'à chaque fois, on me disait Lingala Basango. En fait, c'est le gros obstacle quand tu veux parler Lingala à Kin. On te reproche ça et du coup, tu t'oses pas. Exactement. Mais après, non, franchement, on comprenait pas. On comprenait pas parce que c'était une année où j'étais partie au Congo, j'étais punie. Ah ouais, donc toi, t'es partie au bled ouais, on m'a envoyée au bled parce que j'étais punie par ma maman. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'une maman envoie sa fille? J'étais rebelle, moi. J'ai toujours été un peu rebelle. J'aimais sortir. J'aimais sortir parce que j'aimais la musique. Donc, j'aimais beaucoup sortir. Et puis, je me cherchais aussi. J'étais en crise identitaire parce que, bon, là, j'étais à l'adolescence. Je vivais pas avec mes parents sur place, avec mes tantes. Et en fait, je ne connaissais pas la partie de ma nationalité du côté de mon père. Tu vois? C'est-à-dire que du côté de mon père, on m'a donné toutes les nationalités. On m'a dit, tu es ivoirienne, tu es sénégalaise, tu es je sais pas quoi. On me sortait tout le temps des trucs. Mais moi-même, personnellement, je savais pas. Et comment ça se fait que tu savais pas? Les parents, ils disaient pas? Mes parents se sont rencontrés, c'était un coup de foudre. Ils se sont aimés, l'histoire d'une nuit, et en une nuit, je suis arrivée. C'est vrai. Ils se sont aimés. Ma mère, ça faisait 9 ans, 10 ans qu'elle n'avait pas eu de béguin pour quelqu'un, parce qu'elle avait eu un premier mariage. Et puis elle a rencontré mon père, ils aimaient beaucoup la salsa, donc ils se voyaient, ils ont fait un trip sur l'Italie. J'ai été conçue en Italie. D'accord. C'est maman qui m'a raconté. Et puis, c'est arrivé une fois, et puis je suis arrivée. Il fallait que je sois là. Il fallait que je sois là. T'es née du coup à Kin? T'es repartie? Non, je suis née à Bruxelles. T'es née à Bruxelles, ok. Ils se sont rencontrés à Bruxelles, d'ailleurs. D'accord. Ils ont fait un trip sur l'Italie, et puis en revenant, ma mère a découvert que en dehors du décor, mon père était un bel homme d'affaires, bien, tout ça. Elle, c'était une très belle femme aussi, qui travaillait à l'époque pour Air Zahir et tout ça. Elle s'est rendue compte que mon père était polygame. Parce que mon père, c'est un Ouest-Africain. Ce fut un Ouest-Africain. Et elle s'est dit, j'ai quitté un mariage de polygamie, pas pour rentrer dans un mariage de polygamie. Entre-temps, Aline était déjà là. D'accord, c'est comme ça qu'elle est... C'est comme ça que je suis. Ok. Et alors, bon, de ça, j'ai une question qui vient naturellement. Vas-y. Aline, la petite fille, donc qui est née, tes premiers moments de conscience en Belgique, comment ça se passe? Comment tu te situais? Comment tu te décris un peu? J'ai toujours été une enfant, tu vois, les enfants qui disent les vérités. Tu vois les enfants qui vont voir un adulte et vont dire, mais comment ça se fait que ton visage, il y a ça sur ton visage? J'étais très comme ça. J'étais une enfant, j'avais déjà un leadership en fait. J'avais toujours des gens qui me suivaient. C'est-à-dire que dans les jeux, c'était toujours moi la maîtresse. Si on jouait, c'était moi qui commandais. J'ai toujours été cet enfant-là, très gâté de ses parents, mais qui vivait pas avec ses parents, mais très gâté quand même. Très cultivé, je lisais énormément. J'avais une malle avec beaucoup de bandes dessinées, des Lucky Luke, des Mafalda. J'avais
Astérix, j'avais des romans. Okay. J'ai souvent beaucoup lu. Et ça vient de papa, maman? Ça vient de ma deuxième maman qui m'a élevée. En fait, la petite sœur de ma mère m'a élevée. Donc, c'est ma maman, puisque elle m'a prise très petite. Elle m'a initiée dans la lecture très rapidement. Elle m'a emmenée vraiment dans ce côté très culturel, artistique. On allait au Louvre le dimanche. Je savais où trouver la Joconde quand j'allais au Louvre. Tu vois? Et c'est ce qui m'a aussi fait aimer l'art, le fait d'aller au Louvre. En fait, c'est elle qui t'a un peu initié à ce monde un peu artistique, intellectuel. Exactement, très intellectuel. Et donc, vous y alliez à Paris très tôt, alors? Oui, très très tôt. Et puis, j'aimais l'ambassade, parce qu'elle travaillait à l'époque, elle a commencé secrétaire à l'ambassade du Zaïre. D'accord. Et j'aimais l'ambassade. Je connais les coins, les recoins, les caves de l'ambassade du Zaïre à l'époque, qui est toujours l'ambassade du Congo actuellement, vers le pont de l'Alma. D'accord. Voilà. Et c'était quoi tes grands souvenirs de ce lieu? Qu'est-ce qui fait que tu as retenu ce lieu en mode waouh? C'est parce qu'elle y travaillait ou parce qu'il y avait quelque chose de particulier? Mais en fait, j'étais libre à l'ambassade. Tout le monde savait que j'étais la fille de la secrétaire, diplomate. Et puis petit à petit, elle a gravi les échelons. Donc je connaissais les numéros par cœur. J'allais dans un bureau à un autre. C'était tous mes tontons, mes tantines. Et j'aimais l'ambassade à l'époque du Zaïre parce que je trouvais ça magnifique. C'était beau, tout était vert, c'était un immeuble déjà un grand immeuble, un bel immeuble. On fêtait tous les Noëls là-bas avec les enfants les autres enfants de diplomates. C'était un cadre sécure un peu. Pour les enfants des diplomates. Donc on fêtait le Noël, le Nouvel An, nous tous quoi. Les ambassadeurs à l'époque organisaient des choses. Et alors à l'école, comment tu décris quel genre d'élève tu es à l'école finalement? J'étais une élève dissipée. J'étais un peu sur la lune comme ça. On va dire que j'ai appris après que j'avais un petit problème de dyslexie et que j'ai été suivie par une orthophoniste et qu'après on s'est rendu compte que finalement mon QI il était plutôt élevé. Mais ça a pris du temps. C'est-à-dire au début j'étais un peu dans mon monde. Et les gens ne me comprenaient pas. C'est-à-dire que j'étais très forte en français, en vocabulaire. Et je faisais des dissertes, des super dissertes. Et parce que j'aimais chercher, j'aimais découvrir, j'aimais l'histoire aussi. J'ai beaucoup aimé l'histoire et j'aime toujours l'histoire. On va dire que tu es une littéraire un peu. Je suis une littéraire, vraiment dans même de formation. J'ai un bac littéraire. Ah, d'accord. Ok, super. Et alors... sortie d'école, la vie, on va dire, la vie active qui commence, tu commences à grandir. Comment est-ce que tu te positionnes dans la vie et comment ça se passe un peu quand tu as des éléments un peu... Quand j'ai terminé l'école, tu veux parler de la fac ou tu veux parler de l'école? Oui, en fait, on va dire la fin de ta scolarité, peut-être la fac, fin de secondaire, début d'université. Tu vois? Alors, moi, j'ai commencé une capacité en droit, mais je venais d'avoir ma fille. J'ai eu ma fille très jeune. J'ai eu ma fille à l'âge de 18 ans. D'accord. Je me suis fiancée très jeune. Toi aussi, c'était le coup de foudre ou bien c'était un mariage programmé? Non, j'ai été fiancée une première fois avant mon mariage, en fait. Avant 18 ans? Non, à 18 ans. À 18 ans, Parce que j'étais tombée enceinte de mon amoureux. Parce que faut dire les choses, moi j'ai pas peur de les dire. J'étais tombée enceinte de mon amoureux. Mais là, du coup, tu es encore à l'école? Je suis encore à l'école. 18 effectivement. Ans, c'est université? Exactement. Je suis encore à l'école. Je tombe enceinte de mon aîné, ma fille. Et là, donc les familles, ils font les fiançailles. Elles nous disent qu'on doit se fiancer. Je crois qu'on n'avait pas spécialement envie de se fiancer, mais bon, comme on s'aimait, ça nous a pas trop dérangé. Mais après, à ce moment-là, je rentre parce que je t'ai dit que j'étais punie, c'était l'année où j'étais punie. Ah, c'est ça. Parce que à la base, la punition s'est transformée parce que là-bas c'était liberté même plus au lieu de. On n'envoie pas un enfant à Kinshasa pour une punition. Mais je te dis. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Envoie-moi, je sais pas, en Allemagne, au fin fond de. Mais pas à Kinshasa. Parce que là, j'arrive à Kinshasa. Du coup, tu arrives à enceinte ou bien avec toi? Non. J'arrive pas enceinte du tout, mais très désorientée parce que... Ok, d'accord. Très désorientée. Alors c'est avant que tu aies ton enfant?
Non, ma fille a été conçue à Kinshasa. Ah, d'accord, ok. Bah, explique bien. Elle a été Donc, ça veut conçue dire à que toi, Kinshasa. t'as été punie parce que tu sortais beaucoup Ouais. en Belgique. Ouais. Et j'étais Maman, elle même a pas dit- les garçons. Hein. Ok. C'était juste les sorties. Les sorties, être dans Ouais. un peu l'ambiance, Ouais, c'était découvrir vraiment le les monde et sorties. tout Ouais, ça. ouais. Du coup, ta maman dit trop, c'est trop. Toi, tu pars Tu vas un peu à Kin. Kin et tu reviens pas en Ah. France. Ok, et comment ça se passe? On t'envoie à Kin. Déjà, comment tu penses J'étais désespérée. Kinshasa quand t'es dans l'avion? J'aimais beaucoup Comment tu parce pars que, en fait, j'avais eu la chance, petite fille, d'aller très souvent en vacances au Ah, Congo. donc tu connaissais déjà un peu le terrain. Mais à 15 ans, t'as pas envie d'aller au Congo. Ok. À 15 ans, t'as pas envie d'aller au Congo. Quand j'allais en vacances, c'était bien, c'était un mois. Là, on m'a dit, je rentre pour de bon au Congo. Ouais. Là, tu dis, ma vie, elle a changé, c'est bon. J'étais très isolée, ça m'a très... je t'a parlais atteint à personne, Ok. ça m'a beaucoup atteint. En plus, on Révolte. m'a fait rentrer dans une école où il n'y avait pas vraiment des fenêtres. C'était à la Gombe, hein. Ouais. Ça s'appelait Akhenaton. Ok. Et c'était une bonne école, Ok. parce que c'était quand même bien coté et tout. Mais c'était pas les écoles en France, il n'y avait Ouais, pas de voilà. fenêtres, c'était t'étais compliqué. en Et puis, quoi j'ai atterri. et puis j'arrive là, pareil, j'ai tous les enfants ados parce que je suis la petite française parisienne. Et donc moi j'arrive avec mes français, d'où le lingala dont on parlait tout à l'heure. D'accord. Et ouais, c'était pas évident. Donc je tombe enceinte, je fais des fiançailles. Ensuite, c'est là qu'on me dit, on repart à Paris. Bon. Donc, ça veut dire que les parents sont venus pour les fiançailles et te prendre. Oui, après ils m'ont dit non, elle va accoucher en France, donc on repart en France. Ok. Donc on repart en France. Et comment ça se passe, et lui le aussi, retour le fiancé, bah, il te suit. Ouais. Ah, cool. Ouais. Ok. Et comment ça se passe, du coup, finalement, l'après-fiançailles, le retour en France? Bah, le retour en T'as 19 France, ans, 20 bah, ans, c'est mon pays d'adoption, la France. Hein. Je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans. Je suis née à Bruxelles, mais je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans. Ok. Donc j'ai fait la maternelle, l'école primaire, le collège, et le lycée, enfin tout ça. Et donc là, je reviens et je me dis, bon, bah, il va falloir dire aux potes et tout que je tombe enceinte. Ouais. Ah ouais, ça c'est... Ah ouais. Après, c'était un peu côté, c'est bizarre, il y avait beaucoup de baby mamas à cette époque-là. C'est vrai? Ok. Donc ça va, je me suis un petit peu retrouvée. Et puis après, 2 ans après, je me suis mariée. Ok. Donc il t'a suivi et puis t'as marié? Oui, on s'est mariés. Ah, on s'est mariés, après on a eu le deuxième et les autres. Donc la vie de famille a commencé? J'ai commencé ma vie de famille à 22 ans, donc j'ai 22 commencé ans. très jeune. À 22 ans, j'avais déjà 2 enfants. Ok, waouh. Ouais. Et là, comment ça se passe? Maman, 2 enfants? Maman, 2 enfants, très jeune, face à certaines responsabilités. C'est dur, c'est lourd. Il faut s'occuper d'eux, tu n'avais pas forcément eu l'habitude. Voilà, j'ai voulu reprendre un peu la fac. Après un moment, j'ai dû arrêter. J'ai commencé les formations. Mais c'était pas évident. J'ai un mariage assez difficile. Ah, ok. Il y a eu des bons moments, mais il y a eu des moments très durs. Tout le fait que je me suis séparée juste après. Quand tu dis très dur, c'est quoi? Les prises de tête classiques, quoi. Donc, mon ex-mari, je l'ai connu jeune, 16 ans. Et du coup, lui aussi, il était jeune? Ans. Oui. Ouais, vous deux, vous étiez plus ou moins jeunes, quoi. Ok. Donc, je pense que lui était pas mature et je pense que moi non plus, d'ailleurs. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, on a eu des clashs d'immaturité. Des gros clashs, beaucoup de violence aussi. Ok. Et c'est la violence qui a fait en sorte que je sorte de mon mariage. Ok. Et du coup, lui, il a continué sa vie en Europe ou il est rentré en Afrique? Il est resté en Europe. Il est resté, ok. Et du coup, comment ça se passe alors l'après-vie de famille et tout ça? Tu te retrouves le divorce. Ouais, tu te retrouves seule avec tes enfants. Tu commences très encore dur. une autre vie en vrai. Oui, j'ai plusieurs vies. Ouais, donc là, c'est encore un autre cap. Oui. Mon divorce se passe est très long parce que je crois qu'on a vraiment pris le temps. Je pense pas qu'on avait spécialement envie de se séparer, mais il y a eu beaucoup de choses qui faisaient que c'était juste plus possible. Ok. Donc ça a pris du temps. Beaucoup de temps de réflexion. Mais enfin, je pouvais, parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai envie de repartir au Congo, en fait. Le Congo me réintéresse. Je me dis, la France, c'est pas pour moi, parce que à ce moment-là, j'ai voulu travailler dans les médias. Et en discutant avec un réalisateur, un producteur de M6 à l'époque, qui me disait Aline, tu sais, il faut que je t'explique, il y a une histoire de quotas ici en France et tout, on peut te mettre à la météo. Moi, je voulais les infos, je voulais pas la météo.
Et quand il m'a dit cette histoire de quota, ça m'a un peu touchée parce que je me suis... Déjà en France, à l'époque, on se retrouvait pas en tant que Noirs. Il y avait énormément de racisme. Il y a toujours du racisme de toute façon, mais on se retrouvait pas dans la télé, dans les pubs, il y avait pas de Noirs. Ouais, voilà. Et ça m'a motivée à repartir en fait au Congo. Parce que je me suis dit, j'ai un pays. Là, il y a moyen de faire des trucs. Là-bas, il y a plein de choses à faire. Je vais aller faire ce que je veux faire en France, je vais le faire là-bas. Et du coup, ça se passe comment? Tu rentres au pays. Et comment tu gères les enfants? Parce que tu as 2 enfants quand même en France. Et toi, tu décides de partir au Congo. Comment? Tu pars avec eux? Non, j'ai 4 enfants. À ce moment-là? Quand je divorce, j'ai 4 enfants, oui. Ah ouais, c'est même pas 2. Non, 4. 4. Et toi, dans cette idée, tu te dis, je repars au Congo, je veux créer... Écoute, au début, c'était une question de pas trop le choix. Parce que j'avais un problème avec le papa. Il m'a laissé avec les 4, il est parti de la maison. Donc sans un sou, sans rien. Et moi, j'avais un statut d'auto-entrepreneur à l'époque. Mais je pouvais pas travailler parce qu'avec les enfants et tout ça. Et puis, je cherchais du travail, mais je trouvais pas. Et j'ai eu des opportunités, en fait, à Kinshasa. Sur des événements, etc. J'ai rencontré des gens qui m'ont mis sur des events. Et là, du coup, t'es reparti avec les enfants? Non, les enfants restaient. Ah, ils restaient. Toi, tu allais pour des un membre de ma missions, famille, j'avais une cousine qui était là, et donc elle m'aidait, elle restait avec les enfants quand moi, j'étais partie, en fait. Et tu partais quoi? 1 année, 2 ans? Non, je partais 1 mois, peut-être. Au début, c'était 1 mois, 2 mois. Après, quand il a eu à prendre les enfants, c'est là où je suis restée plus longtemps. Et du coup, le premier... Qu'est-ce qui prend en premier quand tu es à Kinshasa, quand tu es reparti? Quelle est on va dire, l'opportunité, le taf ou le truc qui fait que c'est les événements. Oh, Je rencontre un ami, un big up à Teddy Lelo, c'est un ami à moi, qui avait une société de communication qui s'appelait Kin Event. Et il est en contact avec divers artistes, les Serge Ibaka, des réalisateurs, enfin beaucoup de gens. Il connaît énormément de personnes. Et il me fait rentrer dans le milieu. Et donc là, on commence à organiser des événements. Et cet argent que je prenais, je le ramenais pour m'occuper de mes enfants. Parce que comme j'avais pas de travail en France, c'était compliqué. Faire les navettes, c'était compliqué aussi. Et donc, je me bats comme ça. Je vais au Congo, je fais l'argent sur les événements et tout ça. Et puis, je repars. Je et là, tu faisais en tant que quoi? Tu organisais avec lui? Oui, j'étais dans plusieurs... j'ai fait directrice de casting. Je m'occupais un peu des personnalités qui l'emmenaient. Donc, j'organisais aussi avec lui. J'apportais des idées. En tout cas, il était très open avec moi. Et donc, ça se passait très bien. J'organise des événements old school, des trucs comme ça. Et ça va, ça paye bien? Et je me fais un petit réseau. Petit à petit. Ça paye bien avec les events, tu penses, jusque... Écoute, Kinshasa, c'est un pays où il y a énormément d'événements. On est un peu tous dans les events. Et c'est pas toujours évident, mais des fois, tu peux te retrouver. Tout dépend de... À l'époque, tu revenais avec quelque chose de... Je revenais avec quelque chose. C'était... Des fois, ça allait. Des fois, c'était beaucoup. Des fois, c'était un peu moins. Tout dépend. Et tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça pendant à peu près 1 année, 2 ans. 1 année, 2 ans. Et alors, après cette période de, on va dire un peu event et tout ça, navette, tu débouches dans quoi? Je deviens gérant manager du Sky Lounge, qui est un rooftop à Kinshasa. Comment ça se passe? Comment ça arrive, ça? Écoute, c'est le tout premier rooftop qui ouvre à Kinshasa. Moi, en grande solitaire, j'aimais bien aller manger. Une fois, je mange et puis des amis me disent « Mais Aline, tu cherches du travail, on va te mettre en relation avec les responsables du Sky Lounge. » Et puis, ils sont en train d'ouvrir un rooftop. Pour commencer, ça va t'aider, etc. Comme ça, tu pourras te faire ton petit réseau et tout. J'ai dit « Ok, il n'y a pas de saut-métier, il faut travailler. » Donc, j'ai été là, j'ai formé des équipes, j'ai mis des trucs en place. Je me suis énormément investie dans ce projet-là. Et puis, c'est un projet qui a bien tenu, qui a bien fonctionné. Et ça m'a permis, en fait, à Kin d'avoir un réseau. J'ai pu me constituer un carnet d'adresses intéressant et rencontrer des personnes intéressantes à partir de là. Et t'as bossé combien de temps dans cette... j'ai même pas fait 1 année. Ah, J'ai fait à peu près 8 mois parce que à la base,
Je voulais pas travailler la nuit, mais bon, là, j'avais pas le choix. C'était un travail de nuit. C'était épuisant, fatigant pour une femme. Et puis, à ce moment-là, il voulait pas trop que je me déplace et moi, j'avais les enfants. Donc, je pouvais pas rester... Je crois que le maximum que j'ai fait sans voir mes enfants, c'est 8 mois. C'était ces 8 mois-là. J'ai jamais fait une année sans voir mes enfants, ni plus de 6 mois, 8 mois sans voir mes enfants. J'ai toujours fait en sorte d'être là aussi pour eux, vu que j'étais pas continuellement avec eux. Donc, j'ai quitté le challenge parce que j'ai eu une autre opportunité au ministère du Plan, où j'ai été directrice des ressources humaines pour le Sénarec. Et là, je rentrais en politique, en fait, dans le domaine un peu plus politique. Et tout ce qui était renforcement de capacité à l'époque. Et c'est quoi, quand tu dis renforcement de capacité, c'est quoi un peu comme... quelles sont les tâches que tu fais, tout, le quotidien? En fait, le renforcement de capacité, c'est en fait tout ce qui est... c'est pour pouvoir aider les personnes qui sont dans le métier depuis un certain moment à réapprendre certaines bases, certaines logiques qu'ils ont dû oublier avec le temps, à se perfectionner davantage, à se former davantage pour être des meilleurs éléments, en fait. Ouais, moi, je gérais cet aspect-là. Et ça, tu faisais à combien de temps encore? 8 mois? Non, j'ai fait plus d'une année là-dedans, jusqu'à ce que le ministre qui était à ce moment-là, qui faisait partie du ministère du Plan, parte. Et donc, du coup, en fait, entre le précédent job et ce taf qui est un peu plus carré, vraiment en place, donc tu reviens en France voir les enfants et tu repars pour ce boulot. En fait, là, j'étais dans la direction, donc j'avais le droit de pouvoir bouger. Donc, je venais les voir, je faisais 2 semaines, 3 semaines, après je repartais. Et je m'organisais avec le travail. Mais là, en fait, tu as dû voyager blindé de fois. J'ai beaucoup voyagé. Entre j'ai beaucoup voyagé. Belgique, Keene... ça me fait polémique à Keene. Elle voyage tout le temps. Il fallait... Les gens ne connaissaient... écoute, les gens ne connaissaient pas spécialement ma vie, mais bon, c'est vrai que j'étais dans les avions très souvent, effectivement. T'aimais bien? J'aime pas l'avion. Ah, t'avais pas le choix, quoi. J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. J'aime pas trop l'avion. Tout ce qui est avion, bateau, c'est pas trop mon truc, mais... c'est un moyen de transport. Tu veux faire quoi? Et le fait de travailler dans ce poste-là, dans un cadre un peu plus politique, vraiment dans l'administration de l'État, on va dire, qu'est-ce que ça t'a apporté avec le recul? Une expérience professionnelle. J'ai rencontré le monde politique, comment est-ce qu'il faut travailler avec des personnes. C'est pas évident parce que moi, j'étais une fille de Paris qui arrive au ministère et puis il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup au Congo. On va t'inventer une relation avec peut-être le ministre ou alors que cette personne a été très très correcte et il n'y a jamais eu de quelconque relation. Oui. Ça doit être fou quand même, les réputations. Enfin, chaque fois, les gens tirent des conclusions et tu vois par là. Quand tu es une femme dans un milieu d'hommes, parce que la politique, c'est... Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a de la mixité. La mixité est là, mais c'est vrai que ça reste quand même un terrain d'hommes. Automatiquement, on te colle toutes les étiquettes du monde. Et comment tu le vivais? Comment tu gérais ça? Au début, j'ai géré très très mal. J'ai eu du mal à gérer ça parce que quand je suis repartie au Congo, pour moi, c'était enfin, je vais repartir chez moi. Toutes les discriminations que j'avais en France, je vais pas les avoir au Congo. Mais les femmes n'ont pas été gentilles. Hein. Elles n'ont pas été très sympathiques. Elles m'ont pas fait de cadeaux, elles m'ont lynché, elles m'ont... Depuis le challenge, hein. Ça a commencé au challenge avant même le ministère. Donc après, c'est devenu une force. J'ai commencé à en jouer. J'ai commencé à... J'ai dit, écoutez, voyez-moi comme vous voulez. Et tout ce qu'elle disait, au final, moi, ça m'augmentait. Je passais toujours d'un niveau à un niveau supérieur. C'était le mental. Hein. Je pense que... Après, mon mental s'est habitué. J'ai zappé tout le monde, j'ai fait ma vie, quoi. Et du coup, ton retour en Europe, tu termines ce chapitre de ta vie. Tu décides à un moment donné de revenir parce que, voilà. Et comment ça se passe maintenant, le retour en Europe, si c'est en Belgique ou en France, je sais pas. Je suis là. Je vais pas trop en dire. Ça nous amène à maintenant. Ça, c'est le présent. En fait. Oui. En fait, mon retour en Europe... Et qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision
d'arrêter de te battre dans ce milieu-là, de travailler? J'ai été entrepreneur, j'ai fait beaucoup d'entrepreneuriat, j'ai eu ma société, ma conciergerie pendant un petit moment. Ensuite, j'ai créé une société de nettoyage. J'ai été entrepreneur et c'est un domaine qui est très difficile, qui est pas facile. La main d'œuvre, elle est pas tout le temps. Tu dois être là dans tout, tu dois tout suivre, etc. Et il y a un moment, ça a été lourd pour moi. Je me suis dit, je vais rentrer un petit peu, peut-être perfectionner ce que je sais déjà, m'améliorer dans certains domaines, me former aussi dans certains domaines. Ça va me permettre aussi de me poser un petit peu et puis de repartir peut-être un peu plus forte encore sur le Congo. Donc là, si je comprends bien, donc là, on est dans le chapitre présent. Tu vois, on a parcouru un peu le passé. Et donc là, maintenant, tu es en fait dans ton repli stratégique, histoire de te refaire des forces, à ajuster tes visions et repartir sur des projets ou quelque chose comme ça. Exact. Et alors, déjà, comment tu le vis, le fait de « Ok, je lâche, je reviens ». Comment ça se passe? Comment tu le vis, ce présent? L'Europe, je suis née et j'ai grandi en Europe, donc c'est beaucoup plus facile pour moi, dans le sens où c'est un domaine que je connais, c'est un secteur que je connais. Je sais qu'il y a de quoi faire aussi ici. Tu sais, le premier voyage que j'ai fait au Congo, je l'ai pas préparé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai pas préparé. Je suis partie dans le tas et je me suis adaptée au tas. Mais là, parce que j'ai quand même fait plus de 10 ans, à peu près 9-10 ans sur place. J'ai appris énormément du Congo. Ça m'a forgé un mental, ça m'a fait rencontrer des personnes. J'ai eu une très bonne expérience, j'en garde une bonne expérience, que ce soit négative ou positive. J'ai pris ce que je devais prendre là-bas. Et puis pour moi, ça reste quand même mon pays. C'est-à-dire que au-delà de l'Europe qui est aussi mon pays, le Congo, c'est mon pays d'origine. Et je pense que parce que je suis très patriote. J'aimerais pouvoir aller m'exercer cette fois-ci, faire des choses un peu plus concrètement, avec le bagage, la formation, le certificat en plus. Tu vois ce que je veux dire? Pour vraiment m'installer cette fois-ci, peut-être pour ma retraite ou autre, tu vois? Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Moi, j'aime apprendre, donc... si je peux améliorer certaines choses et m'améliorer là-bas, je connais maintenant, on ne va plus m'avoir sur certaines choses. Je suis une vraie quinoise. Tu t'es formée. On m'a bien formée. Et tu vois combien tu prendrais combien de temps pour ton repli stratégique? L'avenir me le dira honnêtement, je sais pas. Tu te mets pas de délai? Non, j'ai pas de pression. J'ai pas de pression. Là, je sais qu'il y a un gouvernement en place. On va voir comment ça va se passer. Je sais que bon, on va pas rentrer politique. Voilà. Tu vois. Bah oui, d'office. Mais il s'avère que lorsque je t'ai rencontré, parce qu'il fallait bien que je te rencontre quelque part pour t'inviter finalement dans People Entertainment, dans People Interview. Et lors de nos premiers échanges, j'ai vite senti que Aline, c'est une engagée. J'ai senti cette fibre-là, tu vois. Et parle-moi-en un peu plus. Tu vois, est-ce que ce que je ressens est réel? Et si c'est réel, quelle est la dimension de cet engagement? Comment est-ce que tu penses quand on parle engagement? Enfin, je veux dire politique ou bien peut-être patrie de manière générale ou Afrique, je sais pas dans quoi tu te positionnes. Mais j'ai senti ça, c'est pour ça que c'est vrai, je suis très patriote. J'ai un souci qui me pèse énormément concernant la jeunesse de mon pays. J'ai été confrontée à beaucoup de jeunes. J'ai formé aussi certains jeunes au leadership. C'est un poids que j'ai. Je veux que ce pays évolue. Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, pourquoi pas. Je suis une personne engagée à ce niveau-là parce que je veux un réel changement en RDC. C'est un pays qui est rempli de potentiel. Les jeunes ont soif et ils en veulent, mais je pense qu'ils ne sont pas extrêmement soutenus dans ce qu'ils font. Et je trouve ça dommage.
Je pense qu'il y a de quoi apporter. En tout cas, moi, j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais apporter jusque-là. Ouais. J'ai des très bons témoignages avec les jeunes que j'ai eu à former, qui ont tous un emploi aujourd'hui, et ça, c'est ma fierté, parce que je me suis investie dans ces jeunes-là. Ils ont un travail, maintenant il y en a qui sont entrepreneurs, il y en a qui sont devenus managers alors qu'ils étaient partis de rien. C'est parce qu'ils ont pu suivre ce que je leur disais, et je me suis rendu compte que je pouvais leur apporter quelque chose. Donc, j'ai pas fini. Pour moi, mon travail n'est pas encore achevé en République démocratique du Congo. Et si demain, on me donne une autre opportunité de pouvoir apporter plus, je le ferai. Et je le ferai vraiment pour mon pays, parce que j'aime mon pays. Voilà. Donc, on va dire que finalement, à travers ces formations que tu as pu donner ou des valeurs que tu as pu transmettre, est-ce que c'était pour toi un peu le job idéal? C'était un peu la mission? Tu sentais que c'était pour toi ce que tu devais faire? Ou bien ça faisait partie de... écoute, ça s'adaptait petit à petit. C'est-à-dire, j'aurais jamais pensé que je rentrerais aussi facilement en politique, alors que j'ai toujours été très politique. Parce que j'ai grandi dans une ambassade. J'ai grandi avec des diplomates. J'ai une maman qui est ambassadeur. J'ai grandi dans ce milieu-là qui fait que j'aurais jamais pensé que je rentrerais aussi rapidement. Et personne ne m'a pistonné. C'est-à-dire que je suis moi-même venue et j'ai parlé directement à ces personnes-là et on a échangé et ils m'ont proposé un travail. Donc, tout s'est mis, je pense que Dieu a placé les choses petit à petit. Je pense en fait que mon voyage au Congo, il fallait que je le fasse. Je pense que Dieu voulait que j'apprenne quelque chose là-bas. Peut-être pour le futur, peut-être pour ce que je vais emmener prochainement, qui sait, tu vois. Mais c'est une étape qu'il fallait que je passe, honnêtement. Et alors, j'ai une question comme ça. Lors de ton entretien à l'ambassade, ils décident de te prendre. Selon toi, quelles ont été les qualités que tu as mises sur le devant ou sur la table qui ont fait qu'ils ont dit « mais c'est elle qu'il faut ». Mais en fait, qu'est-ce qui a marché? Le truc, c'est les entretiens avec les ambassades. Moi, j'ai les entretiens avec les ministres eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils m'ont reçu en bureau. Ils m'ont proposé un travail. On est actuellement à la recherche d'un chargé de mission. On est actuellement en recherche d'un directeur des ressources humaines via le Sénarec, etc. On trouve que ton CV en vaut la peine. Et vu les échanges qu'on a eus, on aimerait te proposer cette opportunité-là. J'ai accepté. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Et on va dire, s'il y a 3 valeurs que toi, tu sais que tu portes et qui font que ça match, c'est quoi? C'est plus ça ma question. Le souci de mon pays. Je pense que c'est le côté patriote qui a fait en sorte... Quand j'ai eu mon premier poste dans les ressources humaines avec le ministère du Plan et le Sénarec, quand j'ai eu ce premier poste-là, c'est parce que le ministre qui était là actuellement a vu comment je travaillais avec comment je me souciais des personnes que je formais. Comment j'avais ce souci... parce que faut dire que dans le milieu du travail, beaucoup de nos jeunes sont exploités. Ils ont un salaire qui ne vaut pas le travail qu'ils font. J'ai été sans cesse en train de défendre ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on m'a proposé les ressources humaines. C'est un peu logique. Le tout premier. Ils ont vu que voilà, ça avait du sens. Voilà. Et donc, je me suis donné aussi énormément dans ce travail-là par rapport aux personnes avec qui je travaillais, parce que j'avais le souci à chaque fois que les personnes avec qui je travaille évoluent, se forment dans différents domaines et approfondissent déjà leurs connaissances, etc. J'avais ce souci-là. Donc, d'où le renforcement de capacité. C'était une suite logique. Le deuxième ministère que j'ai fait, c'était le ministère des enseignements supérieurs universitaires. C'était l'ESU, avec un ministre très intelligent, très patriote, qui m'a aussi beaucoup dirigé dans ce que je faisais. Et je pense que il aimait bien mon CV, mais ce qu'il aimait dans mon CV, au-delà de mon CV,
C'était que j'avais fait du judo et que c'était un très grand judoka. D'accord. C'était une ceinture noire de judo. Ok. Et il a aimé ce côté que j'avais fait du judo parce que j'ai fait du judo. Vous avez le même délire, le même. J'ai fait la du même judo. fibre, J'ai en fait du judo plus jeune. Hein. D'accord. J'ai même une médaille de bronze en judo. Okay. Et donc du coup, on a bien échangé là-dessus. Sur ça, et puis le côté patriote. Et puis donc oui, c'est comme ça que j'ai eu mon poste. Ok. Bah c'est bien. Mais c'est vrai que mine de rien, souvent c'est un peu le petit plus qu'on apporte. Et quand ça correspond, c'est ça le match en vrai. Le match, c'est pas forcément ce qu'on voit dans le CV même. Souvent, c'est un petit élément que tu apportes en plus qui fait qu'il y a une connexion supplémentaire. Et c'est ça le match en vrai. Ok, bon, je pense puis, je pense qu'il faut oser dans la vie. Bien sûr. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a du toupet. Ouais. Donc, c'est-à-dire, j'ose. Je n'ai pas peur de qui que ce soit que j'ai en face de moi. Quand j'ai quelque chose à dire, comme je t'ai dit, quand j'étais petite fille, j'étais comme ça. Donc, j'ai toujours été très rentre-dedans et je dis les choses. Et ça, beaucoup de gens ne retrouvent pas ça chez tout le monde. D'accord. Beaucoup de gens sont réservés, n'osent pas toujours dire les choses. Et moi, je vais... moi, je suis très directe. Très bien. Voilà. C'est bien parce que finalement, pour une personne qui travaille dans les ressources humaines, c'est un peu... la sélection se fait un peu comme ça. Quand tu as un profil devant toi, on va pas se mentir. On doit bien regarder, bien analyser, voir ce qui va bien, ce qui va pas, et classer le dossier. C'est comme ça qu'on fait marcher... fonctionner l'entreprise, en gros, tu vois. Donc, non, c'est très, très... c'est une qualité vraiment que tout entrepreneur doit avoir. Il faut aimer les gens aussi quand tu es dans les ressources humaines. Oui, aussi. Il faut aimer les gens. Il faut avoir le souci des gens. Et bon, j'ai une question comme ça. Hein. Je pense qu'en termes de présent, on a compris un peu... le repli stratégique et la mise en place de certaines choses pour le futur. Et du coup, comment est-ce que tu vois le futur? Comment est-ce que tu vois... Si aujourd'hui, tu dois te voir, je sais pas moi, dans 5 ans, dans un futur moyen terme ou au long terme, dans 10 ans, qui est Aline dans 5 ans ou dans 10 ans? Aline... j'ai pas envie de vendre toutes mes cartes. Dans le sens où... écoute, je me vois travailler pour mon pays sur un certain poste. Ok. Parce que je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. Ok. Je suis ici pour perfectionner justement ce que je connais déjà, pour pouvoir apporter. Je pense si je peux m'exprimer par rapport à la diaspora, nous sommes beaucoup à être nés et grandis ici, mais je pense que Dieu ne fait pas des choses au hasard, dans le sens où nous ne sommes pas, pour ceux qui sont congolais comme moi, pour rien. Je pense qu'il faut avoir ce côté patriote et puis se dire, OK, j'ai vécu quelques années en Belgique, j'ai vécu quelques années en Europe, j'ai vécu quelques années en Allemagne ou autre, mais il est temps de rentrer chez moi. Et je ne vois pas... si je ne peux pas mettre mon talent au service de mon pays, je ne vois pas où est-ce que je pourrais le mettre. Les Français, ils ont des personnes qui mettent des talents pour leur pays. Tu comprends? Les Belges, ils ont la même chose. On a besoin aussi de personnes qui en veulent pour le Congo. Ouais. Donc, si je comprends bien, tu te vois, donc on va dire, maintenant que tu as formé une certaine valeur, que tu as structuré, on va dire, ta valeur à travers l'expérience, tu te vois maintenant repartir avec ça et faire fonctionner un système au sein du Congo, par exemple. Oui. C'est un peu ça. Et je sais pas, essaye de... Peut-être, bon, ça, je le comprends comme ça, tu vois, c'est très large. Et comment est-ce que si aujourd'hui, par exemple, je sais pas moi, un entrepreneur nous suit, tu vois, de Kinshasa ou de Lubumbashi, peu importe, du Congo, suit notre entretien, comment est-ce qu'il va se dire, ah, je dois la voir elle parce que ce qu'elle amène, c'est intéressant. Tu vois un peu? Donc, est-ce que tu as déjà une idée un peu du schéma un peu que tu apportes sur la table? J'ai l'idée. En 2-3 mots, hein, histoire de comprendre. Écoute, on est en train de travailler là-dessus, n'est-ce pas, toi et moi? D'accord, ok. Tu sais bien sûr, je sais. Voilà. J'ai juste envie de te faire parler. Non, mais justement. Parce que c'est... Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il faut utiliser les médias. Et tu fais partie des personnes qui sont en train d'évoluer dans ce domaine-là. Et je pense que notre association qu'on est en train de mettre ensemble en place va faire en sorte que
le réseau va s'élargir et qu'à ce moment-là, ces personnes pourront avoir accès à moi. Ah, donc voilà. Mais donc, je comprends aussi que voilà, tu vas afficher, mais en même temps, tu gardes bien le projet. C'est très bien, c'est bien joué. Ça, c'est une quinoise, c'est une vraie quinoise. C'est une vraie quinoise, moi. Non, c'est bien. Écoute, bon, quand j'aborde un peu le troisième thème, quand je parle futur, quand je parle avenir, mon but derrière ça, c'est un peu d'aller vraiment un peu plus en profondeur. C'est-à-dire ? Je m'explique. Ce que je veux entendre, ce que je veux faire ressortir de cet aspect futur, c'est de comprendre un peu quelle est ta philosophie de vie. C'est-à-dire que si aujourd'hui, par exemple, on te laissait, on va dire 5 minutes, 10 minutes, avec un micro qui fait qu'en parlant, tout le Congo et toute la Belgique, toute l'Europe t'écoute directement à cet instant, quel est le message qu'on doit retenir de ta démarche, de ton passé, de la personne que tu étais étant jeune, de tout ce que tu as traversé, de la personne que tu es maintenant, de la personne que tu veux devenir en construisant ce que tu es en train de construire. Au final, qu'est-ce qu'on doit retenir? L'essence de tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit retenir de toi? Moi, je suis une passionnée. Ok. Je suis une passionnée. Je ne fais pas les choses à moitié. C'est-à-dire, j'ai une passion pour le Congo. C'est une passion. Mon pays, c'est une passion dans tous les domaines. J'ai envie de dire, avant de balayer la maison d'autrui, il faut d'abord commencer à balayer chez soi. Et j'ai un projet de longue envergure que je travaille depuis un certain moment. C'est de pouvoir créer un pont entre les personnes de la diaspora et l'Afrique. Okay. C'est-à-dire pour pouvoir faire émerger ce continent-là. Okay. Et mon grand souci, ce serait que beaucoup puissent adopter la vision, adhérer à la vision, et qui puissent faire matérialiser cette vision-là. Et j'ai besoin des banamboka, comme on dit chez nous, qui ont compris qu'au final, nous n'étions pas vraiment chez nous ici. D'accord. Voilà, parce que c'est une réalité. On nous le montre de plus en plus. Le racisme ne fait qu'augmenter, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs. Je pense qu'à un moment donné, il est temps de préparer notre chez nous pour pouvoir faire les choses correctement. Et donc, je travaille sur ça et je vais bientôt proposer certaines choses. D'accord. Et donc, si je comprends bien, ton pourquoi, vraiment l'élément qui motive ta démarche, c'est le fait de te dire cette valeur, au lieu de se battre pour la faire connaître sur un territoire ou sur un environnement qui est peut-être pas avantageux, ramenons-le chez nous et essayons de faire exploser finalement nos valeurs et pour embellir. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'on doit retenir en fait de cette démarche? Donc c'est bien, tu vois, c'est bien de faire, de ramener si tu veux toute cette valeur au pays. Mais pourquoi est-ce que tu veux absolument cette démarche de cette manière-là? C'est quoi le pourquoi? Tu vois, ok. Qu'est-ce qu'on doit retenir de toi à travers cette démarche? Tu veux aujourd'hui que le Congolais ou la Congolaise sache que... Donc, tu vois un peu l'essence. C'est vraiment... Là, je vois plus ou moins dans quoi on est, mais j'ai vraiment envie de savoir l'essence de ta démarche. Tu vois, ton engagement pour le Congo, la valeur... la valeur finalement du travail que tu veux développer cache quelque chose derrière de beaucoup plus grand peut-être, tu vois, qu'on doit comprendre. Est-ce que tu as déjà pensé dans cette dimension ou bien ça s'arrête juste au fait que non, je vais ramener de la valeur au Congo et puis point. Non, en fait, j'ai compris très tôt que malgré que j'étais née en Europe, malgré que j'avais étudié et que j'ai fait toute ma vie en Europe, les Occidentaux m'ont fait comprendre que je n'étais pas chez moi. Ok. Et comment veux-tu évoluer dans un environnement où au final, tu n'évolueras qu'à moitié parce que tu n'es pas chez toi? Je ne dis pas que c'est impossible. C'est tout à fait possible pour certains. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup parce qu'on est quand même en 2026. Et il y a qu'à regarder la télé, il n'y a qu'à regarder les médias. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a certaines niches, certaines sociétés. Aujourd'hui, si aujourd'hui on voit un peu plus d'Africains ou de personnes d'origine, qu'on les voit un peu plus
c'est dans les médias, c'est dans les réseaux, c'est pas à la télé. Oh, voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le fait de ne pas passer à la télé, ça limite toujours. Pourtant, le talent est là. Mais pourquoi être limité à faire les choses que dans les réseaux sociaux, que dans les pages? Je dis pas que c'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais je pense qu'avec le talent qu'on a, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Mais c'est juste qu'on ne nous donne pas cette opportunité-là. Donc moi, à un moment donné, c'est ce frein-là. Au lieu d'attendre l'opportunité, tu vas créer l'opportunité là où l'environnement le permet. Parce qu'il y a possibilité de le faire. Tu sais, il y a beaucoup de personnes, que ce soit au Congo ou ailleurs en Afrique, hein, il manque énormément de main-d'œuvre. Il manque énormément de journalistes expérimentés. Je ne parle pas de chroniqueurs. Je parle de journalistes expérimentés qui connaissent le métier. Il manque beaucoup de choses bien faites. Là-bas, c'est très brouillon. Tu comprends ce que je veux dire? Et nous, avec l'éducation que l'Europe nous a donnée, je sais que les Quinois vont m'en vouloir parce qu'ils n'aiment pas trop les gens de la diaspora. On nous trouve vantards un petit peu. Mais il faut dire les choses. La formation que nous, on a peut-être eue, ils ne l'ont pas eue. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont moins que nous. Ça veut dire qu'avec leur formation et la nôtre, on peut s'associer et faire quelque chose de positif. Tu vois? Parce que ça, c'est un problème aussi là-bas. Quand tu es issu de la diaspora, on te prend pour un orgueilleux, on dit celle-là, elle veut montrer quoi parce qu'elle a étudié en Europe et nous, on n'a pas étudié. Mais on connaît les réalités du Congo. Beaucoup ont des diplômes mais n'ont pas étudié. Et le pire, c'est que les personnes en question qui disent ça, elles-mêmes savent que beaucoup ont acheté leur diplôme, que beaucoup... En France, tu ne vas pas acheter ton diplôme. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il faut reconnaître quand même qu'il y a une certaine connaissance aussi à ce niveau-là. On ne dit pas que là-bas, il n'y a pas de connaissance, il y en a. Mais il faut aussi reconnaître le talent des autres. Et ce qui désunit l'Afrique aujourd'hui, c'est le manque d'unité. On est toujours en train de se mettre des bâtons dans les roues entre nous. Quand est-ce qu'on va être solidaires et on va être un? C'est ça qui nous manque aujourd'hui. D'accord, je vois très bien. Donc, si je comprends bien, Aline, c'est une artiste qui aime le monde, mais une artiste engagée qui a comme mission de ramener les valeurs congolaises ou africaines de la diaspora vers le Congo ou vers l'Afrique. C'est un peu ça? Oui. C'était Aïnès Christian dans People Interview. Merci. Merci.